Lorsque Tracy Harris disparaît soudainement de chez elle, les soupçons se portent rapidement sur son ancien compagnon vivant toujours sous le même toit. La découverte de son corps ne fera que renforcer les convictions des policiers, mais pourtant, aucune arrestation ne suit. Ce n'est que 30 ans après le début de l'enquête que le coupable de ce crime fera face à la justice. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Le 7 mars 1990, Carl Harris rentre à son domicile à Orzac, en Alabama, et il constate qu'il est vide. Son ex-femme, Tracy, 22 ans, avec qui il vit toujours, n'est pas présente alors qu'il est déjà tard dans la nuit. Il tente de ne pas trop montrer son inquiétude et il décide d'attendre que la nuit se passe avant de commencer à la chercher. Le lendemain, elle est finalement déclarée disparue, mais il n'y a pas beaucoup d'informations concernant les recherches effectuées du côté des policiers et des proches. C'est une semaine après que l'affaire prend une autre tournure, lorsque le corps de Tracy est découvert non loin de chez elle, dans la rivière Choctawhatchee. La cause de la mort est déterminée comme étant la noyade au vu de l'eau présente dans les poumons. Mais rapidement, l'hypothèse d'une mort accidentelle est balayée car la victime présente également des traces de strangulation autour de son cou. Il s'agit donc à présent d'une enquête pour homicide qui se met en place. Rapidement, les amis de Tracy indiquent aux inspecteurs que cet endroit est un lieu où la jeune femme aime aller, elle y retrouve parfois ses amis et elle aime passer du temps autour de la rivière. Mais par contre, elle ne serait jamais allée dans l'eau d'elle-même parce qu'elle avait la phobie de l'eau et elle ne savait pas nager. Et comme dans beaucoup d'enquêtes, les soupçons se tournent envers la personne la plus proche de la jeune femme, son ex-mari, Carl. Les policiers se renseignent sur le couple qu'ils formaient avec Tracy et sur leur relation actuelle, et ce qu'ils apprennent les conforte encore plus dans cette direction. Tracy et Carl se sont rencontrés lorsqu'elle avait 16 ans et lui 19 ans et ils sont tombés amoureux. Lors de sa dernière année de lycée, la jeune femme est tombée enceinte et le couple s'est uni avant d'accueillir leur fille, Caroline. Leur mariage a duré plusieurs années avant de mener à un divorce. Pourtant, même s'ils n'étaient pas ensemble, ils vivaient toujours sous le même toit et dormaient dans le même lit. Leur relation semblait un peu confuse après le divorce. Alors certains laissent entendre qu'ils avaient toujours une relation sentimentale ensemble et d'autres que ce n'était pas le cas. Mais d'avis général, Tracy et Carl étaient très différents par leur caractère. La jeune mère était une femme plutôt discrète, très gentille, dévouée à sa fille et très respectée par les habitants de la ville. Mais Carl était connu pour avoir un caractère plus compliqué, plus virulent, et certains laissent même entendre qu'il était violent avec son épouse, que ce soit verbalement ou physiquement. Des amis expliquent également que Carl avait quelqu'un dans sa vie depuis son divorce, une fille de 17 ans qu'il souhaitait épouser. Et d'après leur dire, Carl restait seulement dans le même logement que Tracy pour éviter de payer une pension alimentaire. Concernant les accusations de violence conjugale, il n'y a aucune trace de dépôt de plainte ou de rapport officiel fait par la jeune femme, mais il y a des témoins de ces actes. Parmi eux, une amie de Tracy, Dawn Beasley, qui est interrogée. Elle raconte aux policiers qu'elle et son fiancé Jeff Beasley ont vécu chez les Harris pendant un mois. Jeff est un collègue de Carl et Dawn et Tracy ne se connaissaient pas. Mais en vivant sous le même toit, elles se sont rapprochées, d'autant plus que Dawn était enceinte et que Tracy était là pour la conseiller grâce à son expérience de mère. Dawn se souvient avoir été témoin d'une scène de violence pendant une soirée. Tracy avait demandé de l'argent à son mari pour pouvoir payer les factures et Carl est devenu fou de rage. Il s'est mis à la pousser et à mettre ses mains autour de son cou. Elle ajoute qu'il était néfaste avec sa femme, il contrôlait tout ce qu'elle faisait, l'empêchait d'avoir ses propres amis et de faire des choses de son côté. Lorsque l'on l'interroge concernant la nuit de la disparition de son ex-femme, Carl répond qu'il l'a récupérée au restaurant où elle travaillait et il l'a déposée au domicile avant de repartir effectuer son travail dans un supermarché, puis il est allé voir un ami dans la soirée. Il est donc la dernière personne à l'avoir vue en vie. Et quand on le met face aux accusations de violence, il nie les faits. Il assure ne jamais avoir été violent avec Tracy. Et il niera les violences tout au long de sa vie. Avec toutes les informations obtenues, les policiers se disent que
Carl constitue un bon suspect. Il a un mobile, le fait qu'il voulait se marier avec sa nouvelle compagne, mais qu'il ne voulait pas payer la pension alimentaire. Et surtout, il y a l'effet de violence évoqué par les proches. Mais même après avoir fouillé la maison et interrogé Carl, les policiers se rendent compte qu'ils n'ont rien de concret contre lui et ils ne peuvent rien faire. Et c'est ainsi que l'affaire Tracy Harris devient un cold case. Pendant les années qui s'écoulent, Caroline ne vit plus avec son père, c'est sa grand-mère maternelle qui l'a prise en charge et qui l'a amenée au Texas. Et depuis, elle n'a plus aucun contact avec son père, d'autant plus qu'elle ne souhaite pas en avoir après avoir entendu parler négativement de lui et qu'il est le suspect principal pour la mort de sa mère. Mais elle grandit, entourée de l'amour de sa grand-mère, tout en chérissant le souvenir de Tracy, cette mère qu'elle a seulement pu connaître jusqu'à ses 4 ans. Pourtant, à ses 21 ans, Carl prend contact avec elle et elle accepte de le rencontrer. Mais aucun d'eux ne parlera de ce qu'il est arrivé à Tracy. De son côté, Carl n'est pas resté vivre à Ozark car les rumeurs étaient trop présentes et ça l'empêchait de trouver un travail. Il a refait sa vie, il a une nouvelle compagne, il vit en Caroline du Sud et il a une fille. En 2015, Caroline vit un moment compliqué dans sa vie. Sa grand-mère, son repère dans la vie, vient de décéder et elle est enterrée auprès de Tracy à Ozark. En se baladant dans la ville qu'il a vu naître, Caroline se questionne sur sa mère et elle souhaite en apprendre plus en interrogeant les habitants et les policiers. Et cette décision permet la réouverture de l'enquête avec une nouvelle équipe en place. Les enquêteurs se retrouvent face au même dossier de 1990 qui pointe tous les soupçons sur Carl. Il n'est pas alors question de chercher d'autres pistes mais de tout faire pour trouver de quoi l'arrêter. Les témoins sont réentendus et chacun statue sur le fait que Carl est probablement coupable de la mort de son ex-femme. Et qu'en plus, depuis, il a dit des phrases comme « La police est trop stupide, elle ne serait pas capable de prouver si j'étais le responsable ». Pendant leur enquête, les policiers parviennent même à retrouver sa copine de l'époque et elle leur confie qu'ils se sont séparés juste après le drame. Elle entendait beaucoup de rumeurs attestant de la culpabilité de Carl et elle-même, elle s'est questionnée à ce sujet. Et c'est pourquoi elle a préféré mettre un terme à la relation. Le 13 septembre 2016, Carl est arrêté pour le meurtre de Tracy Harris et il est amené en Alabama. Mais le dossier de l'accusation est tout de même assez faible et elle sait qu'elle doit trouver un maximum d'éléments avant le procès. Alors, l'équipe de la défense et de l'accusation travaille sans relâche pour constituer des dossiers solides. L'accusation commence par établir le scénario le plus plausible à leurs yeux et le voici. Carl est reparti chercher Tracy au travail et il l'a ramenée au domicile avant de repartir travailler. Il quitte son poste autour de 21h et il rentre. Il se dispute violemment avec la jeune femme, devient violent physiquement et il se met à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Pensant qu'elle est morte, il place le corps dans sa voiture avant de le jeter dans la rivière, laissant Tracy se noyer. Puis il est allé récupérer un ami à 21h30. Mais cette théorie signifie que Carl a eu seulement 30 minutes pour faire tout ça en effectuant un parcours de 30 km si on inclut le trajet du travail, du domicile, de la rivière et le logement de son ami. Pour la défense, ça semble improbable qu'il ait pu faire tout ça dans un si petit laps de temps. Le procès est finalement prévu pour le 13 janvier 2020 et à l'approche de l'audience, l'accusation revoit tout leur dossier afin de voir s'ils n'ont pas oublié des témoins importants. Et c'est justement une des avocats de l'accusation qui se rend compte d'un témoignage de 1990 dont personne ne s'est occupé. Celui de Dawn Beasley, celle qui avait vécu un mois chez les Harris. Et lorsqu'elle lit sa déclaration de l'époque, l'avocate se rend compte que cette femme a été témoin des violences, dont un étranglement sur Tracy, ce qui correspond aux traces retrouvées sur le cou de la victime. Là, l'accusation se dit que son témoignage peut être très important pour le procès et elle la contacte et lui demande de se présenter à la barre. Dawn ne vit plus à Ozark et elle est surprise d'apprendre qu'il y a un procès et que Carl est accusé. Elle n'était pas du tout au courant, mais elle répond qu'elle ne souhaite pas témoigner, justifiant du stress que lui cause déjà son travail et de manque de temps. Mais l'avocate insiste pendant plusieurs jours et elle décide finalement de faire recours au subpoena qui est une assignation à comparaître devant le tribunal à titre de témoin. Cette décision met Dawn hors d'elle. Elle fait une crise de panique et elle leur dit qu'ils sont en train de ruiner sa vie. Elle réitère qu'elle ne peut pas témoigner, mais que la vraie raison, c'est parce que l'homme accusé n'est pas le responsable du crime.
Et si elle le sait, c'est parce que celui qui l'a commis lui a confié les faits le jour même, et il s'agit de son ex-mari, Jeff Beasley. Et voici ce qu'elle raconte concernant ses confessions. Le 7 mars 1990, Dawn était heureuse à l'idée de fêter son anniversaire le lendemain, elle était enceinte, elle allait se marier à Jeff et tout allait bien dans sa vie. Elle s'est endormie quand, tout d'un coup, Jeff l'a réveillée en panique et lui a directement dit « Je l'ai accidentellement blessée et maintenant, elle est morte ». La jeune femme ne comprenait rien à la situation et c'est là qu'il lui a expliqué les faits. Il lui a dit qu'il s'était rendu chez les Harris pour parler à Carl, mais qu'il n'y avait que Tracy présente au domicile. Il a commencé à lui parler et à lui dire qu'elle devait partir loin de son ex-mari, qu'elle devait s'en aller. La jeune femme ne l'a pas bien pris et une dispute a éclaté entre eux jusqu'à en venir aux mains. Et dans un accident, il s'est rendu compte qu'elle était morte. Il ne souhaitait pas que quelqu'un tombe sur le corps en entrant dans le logement, alors il l'a transportée et l'a déposée dans l'eau. En entendant ça, Dawn lui a dit qu'il devait le dire à la police. Il s'agissait d'un accident, il fallait le dire. Mais Jeff a refusé et il lui a demandé de garder le silence. La jeune femme s'est retrouvée face à un dilemme. Dénoncer le père de son enfant à venir, l'homme dont elle allait devenir l'épouse, et renoncer à devenir une famille unie, ou bien garder le silence et offrir un père présent pour son enfant. Elle a fait le choix de le faire passer sa famille avant et elle a gardé ce secret pendant 30 ans. Et les deux auront ensemble 4 enfants, ils resteront mariés pendant 13 ans avant que Dawn ne demande le divorce face aux violences de son mari. Elle hésite après ça à le dénoncer, elle a pensé à différents moyens comme un appel anonyme, une lettre, mais elle n'a pas réussi de peur de la réaction de ses enfants. Elle précise tout de même que la déclaration qu'elle a faite en 1990 concernant les violences de Carl envers Tracy est vraie, elle n'a pas menti. Et même lorsqu'on l'a interrogée, elle n'a jamais eu à mentir car personne ne lui a posé la question de savoir si elle savait qui avait pu commettre cet acte. Oui, cette décision l'a hantée pendant toutes ces années, mais elle ne s'est pas sentie mal vis-à-vis de Carl qui était horrible envers Tracy et elle ne regrette pas par rapport à lui. En cherchant dans les dossiers de 1990, l'accusation se rend compte que Jeff n'a jamais été interrogé. Les policiers de l'époque avaient sûrement estimé qu'il dirait les mêmes choses que sa fiancée et l'avaient laissé de côté. Pourtant, ils auraient pu voir qu'il avait un casier criminel. Jeff a passé 4 ans en prison pour cambriolage et tentative de fuite avant de rencontrer sa femme et il a refait un séjour de 5 ans après en 1991. Avec tous ces nouveaux éléments, le procès ne peut pas avoir lieu à la date prévue et le procureur demande à ce qu'il soit repoussé, le temps qu'ils enquêtent sur Jeff. Et c'est là qu'un des membres travaillant sur l'enquête se rappelle avoir déjà vu ce nom de famille, Beasley, quelque part. Ce nom est tagué sous le pont où se trouve la rivière dans laquelle était présente Tracy. Il n'avait pas fait le rapprochement auparavant car en 1990, Dawn avait toujours son nom de jeune fille. Jeff Beasley est finalement amené au poste de police pour y être interrogé, et celui-ci nie les faits. Il passe au détecteur de mensonges et il échoue. Ça ne le déstabilise pas et il maintient son innocence pendant plus de 4 heures d'interrogatoire, jusqu'à finalement céder. Mais sa version est totalement différente de celle de Dawn. Il déclare que lui et Tracy avaient une relation secrète et que ce jour-là, ils se sont retrouvés sur le bord de la rivière. Ils sont allés dans l'eau se tremper et elle a commencé à lui dire qu'elle allait partir loin de Carl et que lui devait quitter Dawn pour qu'ils soient ensemble. Jeff a refusé, il ne voulait pas quitter sa fiancée et alors elle a menacé de tout raconter. Dans un mouvement de colère et de panique, il l'a maintenue sous l'eau et elle n'est pas remontée à la surface. D'après lui, tout ça était un accident. Il ne voulait pas la tuer, il voulait juste que la dispute s'arrête. Mais plusieurs éléments de son histoire ne tiennent pas. Déjà, cette version est quand même totalement différente de celle qu'il a racontée à Dawn lors de la nuit du crime. Et surtout, tout le monde savait que Tracy avait une véritable phobie de l'eau. Elle ne serait jamais allée dans la rivière d'elle-même, c'est impossible. Et ses proches ne croient pas non plus que les deux avaient une relation sentimentale. Tracy n'aurait pas fait ça pour eux. Sans oublier les marques de strangulation découvertes autour du cou de la jeune femme, chose que Jeff est incapable de justifier. Ce qui est incroyable, c'est que ces confessions arrivent 24 heures seulement avant le début du procès de Carl. Celui-ci est annulé, permettant à Carl de blanchir son nom, et c'est Jeff qui est à présent arrêté pour le crime.
Il plaide coupable de tous les chefs d'accusation et il écope de 30 ans de prison. Dawn n'a pas été jugée pour avoir gardé le silence pendant 30 ans, car le procureur ne voulait pas lancer des poursuites contre elle. Elle dira qu'elle se sent maintenant soulagée que la vérité soit révélée aux yeux de tous. Carl a décidé de son côté de porter plainte contre la ville d'Ozark et il réclame 6 millions de dollars. D'après ce que j'ai lu, un premier jugement a été rendu et il a été négatif, mais Carl a la possibilité d'ajouter des éléments dans le dossier et de demander à ce qu'on reconsidère la décision rendue. Pour finir, Caroline a été soulagée d'apprendre que le meurtrier de sa mère a été retrouvé, jugé, et aussi finalement que ce ne soit pas son père le responsable. Elle n'a toujours pas de lien avec lui, car celui-ci n'a jamais admis les faits de violence envers Tracy, ni du remords pour les faits passés. Et à cause de ça, Caroline ne préfère pas créer des liens avec lui. Il aura fallu attendre 30 ans pour que la vérité se fasse dans cette affaire. Et on peut voir que même si tous les soupçons pointent vers quelqu'un, il n'est pas toujours le responsable. On ne peut pas nier le fait que Carl avait des raisons d'être suspecté, entre sa nouvelle compagne, plus les plaintes concernant une possible pension à payer, et surtout les accusations de violence domestique. Mais ces éléments n'auraient pas dû empêcher les policiers d'explorer toutes les pistes possibles. Or, l'enquête s'est focalisée sur un seul suspect. J'ai du mal à comprendre que Jeff n'ait jamais été interrogé dans le passé, car il a tout de même vécu 1 mois avec les Harris et son témoignage aurait pu être important. Concernant le secret qu'a porté Dawn pendant toutes ces années, ce n'est pas la première fois que l'on voit un cold case résolu car quelqu'un a dévoilé une vérité qu'il savait depuis longtemps, mais ce qui m'a troublée, ce sont les raisons de garder le secret. Plus souvent, il s'agit de personnes qui sont menacées de mort si elles parlent ou bien qui sont terrifiées de ce que pourrait faire le responsable si elles parlent. Mais là, je trouve le contexte différent. Elle a vu un homme qui certes n'était pas parfait, être accusé à tort. Elle a vu sa vie complètement détruite, mais elle a gardé le silence. Je ne suis pas mère, alors je ne peux pas me mettre à sa place et imaginer la difficulté qu'est la décision d'envoyer le père de son enfant en prison. Mais si cet homme est capable de commettre un crime, ne doit-on pas se demander de quoi d'autre il serait capable dans l'avenir ? Je pense aussi à l'impact que la vérité aurait eu sur Carl, mais surtout sur Caroline, qui a vécu en se questionnant toutes ces années et en pensant que son père avait tué sa mère. Je ne sais pas ce que vous en penserez, si vous comprenez le choix de Dawn ou non, mais d'un point de vue basé sur la justice, j'aurais tendance à dire qu'il faut toujours parler et qu'on doit être tenu responsable de ses actes. Qu'en parlant, on libère des personnes et également soi-même. Une erreur judiciaire a failli être commise et cette affaire montre l'importance d'étudier toutes les possibilités et d'envisager d'autres pistes, même si elles ne correspondent pas à la théorie que l'on a créée. Pour conclure, on ne peut malheureusement pas savoir les circonstances exactes des faits, étant donné que nous sommes face à 2 versions différentes et qu'elles ne correspondent pas totalement aux conclusions du médecin légiste. D'un point de vue personnel, je pense que la vérité peut se trouver entre les 2 versions. Jeff a pu se rendre chez les Harris, il a découvert Tracy toute seule. Alors, avait-il une relation ou non, on ne sait pas. Mais une discussion entre eux a pu mal tourner, peut-être lui a-t-il fait des avances et elle a menacé de raconter les faits à Carl ou à Dawn, et Jeff l'a étranglé et jeté dans la rivière, la laissant se noyer. Seul le responsable connaît tous les faits et a les réponses. Nous pouvons seulement imaginer les scénarios possibles. Mais Tracy a enfin obtenu justice et la parole s'est libérée. C'est tout pour cette affaire. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.